et non pas la CGT, mais l'entièreté des organisations syndicales, ont transmis un communiqué que j'imagine vous avez lu de près le 7 février, qui indiquait et qui a invité le gouvernement et les parlementaires à ne pas être sourds à cette mobilisation puissante, puisque 9 travailleurs sur 10 rejettent cette réforme, et notamment sur un élément qui est extrêmement fort pour nous. Une démocratie qui fonctionne se doit être à l'écoute de la position largement majoritaire de la population qui s'oppose à cette réforme. Et à ce titre, nous rappelions toutes et tous ensemble, tous syndicats confondus, que lors de l'examen des projets de loi qui passera à l'Assemblée et au Sénat, les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités en rejetant ce projet de loi. C'est à ce titre-là que j'étais insistant sur le sujet, et je n'étais pas seul à le dire, puisque c'est pour ça que j'insiste sur le sujet, et que solennellement, toutes les organisations syndicales salariés de ce pays, toutes les organisations de jeunesse vous alertent ensemble de cette manière-là. Par rapport aux autres éléments et interpellations extrêmement intéressantes, puisque nous rentrons dans le vif du débat, alors, dans nos propos liminaires, les uns et les autres, nous avions donné pas mal d'éléments de notre point de vue, mais évidemment, le sujet, c'est d'approfondir. Première chose, non pas sur la réforme, mais sur le syndicalisme dans son ensemble. La totalité de ce que nous considérons unanimement, là encore, des contre-réformes, notamment les dites ordonnances Macron de 2017, qui donnent plus de pouvoir aux directions d'entreprise et moins de droits à ceux qui représentent les salariés, qui facilitent les licenciements, quelqu'un que vous connaissez ici, M. Jacques Toubon, qui a indiqué solennellement, par un rapport, la discrimination syndicale, que ça induisait, ce qui participait à l'asyndicalisme et qui le faisait reculer, et qui nous a toutes et tous conduits, vous le savez ici, commence à résonner autour de cette Assemblée. 2 années de gilets jaunes, qui, parce que nous n'avons plus de possibilités de droit pour défendre le nôtre au quotidien, pas sur les retraites, mais le quotidien, notre syndicalisme, c'est d'aider, d'accompagner nos collègues de travail au boulot. C'est pas dans le feu des projecteurs, c'est pas dans la rue, c'est au quotidien des centaines de milliers de syndicalistes, quelle que soit l'étiquette, qui le font. Quand ceci est amoindri, on n'a plus voix au chapitre, et du coup, c'est d'autres, sans nous, sans représentation, qui partent et sortent dans la rue, et vous l'avez entendu, et nous ne souhaiterions pas que ça se reproduise. Pourquoi nous disons cela? Vous voyez bien, quand la population est aussi massivement opposée, les alertes sont extrêmement fortes et importantes à ce sujet. Deuxième élément sur ce qui a été dit, parce que pour nous, c'est extrêmement important, la France est le 2e pays au monde, on est champion du monde, enfin, numéro 2, on est en finale, de la richesse produite par salarié. On est le 2e, chaque heure que nous travaillons, est la 2e heure la plus productive au monde, la première européenne. Et à ce titre-là, ça nous induit un deuxième élément, c'est où partent les richesses qui sont créées. Mon collègue vous a invité en disant la part dans les richesses produites, la part qui va aux salariés par rapport à celle qui va à ceux qui détiennent les entreprises, eh ben, elles font. Et du coup, la conséquence de ça, c'est des salaires amoindris et des petites retraites. Troisième élément très important, parce que c'est un sujet. Nous sommes en France et vous êtes les représentants de la République, donc des citoyens, etc. On a cette chance incroyable d'être le seul pays au monde où nous n'avons quasiment plus de retraités pauvres. Et pourquoi nous n'avons quasiment plus de retraités pauvres? C'est grâce à notre système de répartition solidaire mis en place par le Conseil national de la résistance, où toutes et tous, je le sais ici, nous y sommes très attachés. Pourquoi j'insiste sur le sujet? C'est parce que nous sommes l'exception française, c'est celle qui protège, c'est celle qui défend, c'est celle qui, quand vos concitoyens viennent vous voir, comme vous me le disiez, dans vos permanences, vous alertent sur les risques, sur l'avenir, parce qu'ils sont conscients de la chance et du droit qu'il y a dans ce pays, qui n'est pas un petit sujet. Et j'insiste sur le fait dont je comprends, sur lequel vous y êtes très attachés. Sur la réforme elle-même, les déséquilibres. On est unanime sur le constat, mais unanime, parce qu'il y a eu du travail sur le sujet. Le corps indique, qui peu ou prou annonce un déficit dans quelques années de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros par rapport aux pensions qui sont versées chaque année, c'est 3% du déficit. Vous savez, les déficits des ménages, incomparables avec le déficit des retraites, et tout autre. Le déficit de l'État est différent.
Le déficit des entreprises privées est gigantesque. 3% de déficit dans quelques années, eu égard aux autres déficits que je viens de citer. C'est pour cette raison que, comme le corps, comme le président du corps, pas simplement un de ses membres, sans minimiser ce qu'ils et elles sont, indique qu'il n'y a pas d'alerte sur le sujet. Ce n'est ni la CGT, ni les organisations syndicales, c'est un constat partagé. Par contre, nous ne balayons pas ce déficit. Nous considérons qu'il faut trouver des solutions. Parce qu'à chaque problème, trouver une solution. C'est ça, organiser la société comme nous le partageons ici. Premier élément, ça a été dit très fortement, travailler à l'égalité homme-femme. Quand aujourd'hui encore, sous un fumeux index, il y a encore 27% de salaire inférieur pour les femmes que pour les hommes, entendez que ce sujet est à travailler. Pourquoi il est à travailler? Pas simplement pour l'inégalité subie, mais pour les 5,5 milliards que ça rapporterait. 5,5 milliards. Ce n'est pas la CGT qui le dit, la CNAV l'a dit, etc. Deuxième élément, puisqu'il faut résoudre les questions des déficits prévus, je note quand même que le déficit 2020 n'a pas été celui-ci. Le déficit 2021, encore moins. Le déficit 2022, il est bénéficiaire en milliards. Notre régime, celui pour lequel nous sommes ici, assis, à réfléchir, à débattre, parce que c'est extrêmement important. Plusieurs milliards de bénéfices en 2022, alors que les prévisions étaient déficitaires. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se concentrer au cas où. Parce qu'il faut protéger et gouverner, c'est anticiper. Eh bien, augmenter les salaires, augmenter les cotisations sociales. C'est un élément fondamental qui participe à rehausser le niveau des retraites et rehausser le niveau des cotisations. Pas beaucoup. On demande un peu. Revalorisation du SMIC pour vivre dignement, décemment. Revalorisation, un projet de loi qui est porté. On demande qu'il n'y ait que, dès lors que le SMIC augmente lié à l'inflation, il y a une indexation de tous les minima de branche sur juste l'inflation. Pas pour gagner plus, pour ne pas gagner moins. Ça aussi, ça amène du salaire et donc de la cotisation sociale. Enfin, avec une symbolique augmentation des cotisations sociales, d'une poignée d'euros pour quelqu'un qui est au SMIC, pour les cotisations dites patronales et salariales, non seulement on est à l'équilibre, mais on peut enfin avoir quelque chose qui pour nous est fondamental. Aucune pension en dessous du SMIC. Quand on travaille, on a le SMIC pour travailler. Pourquoi quand on est retraité, on n'y aurait plus droit? C'est une question extrêmement importante. Et pour terminer sur le financement, il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Si vous ne partagez pas une partie des éléments que je viens de proposer, j'aimerais savoir lesquels, mais c'est un débat et c'est pour ça que nous sommes ici. Pourquoi ne pas conditionner à ceux qui ne respectent pas, qui désemploient les seniors, qui nous licencient avant 60 ans, on peut vous faire des listes par milliers de salariés qui le subissent, d'enlever des exonérations de cotisations, puisque c'est une proposition que vous souhaitiez, à ceux qui ne respectent pas au moins ces critères-là. On ne demande pas plus, on demande, au-delà des paroles et des éléments de communication, la mise en application. Pour terminer, puisque nous nous étions rencontrés, il me semble que votre appréciation exacte que j'avais notée, M. Savary, quand on s'était rencontrés, c'est que la manière dont a été mise en œuvre cette loi et les deux effets cumulatifs de rehausse de l'âge de possibilité de départ, cumulés à une accélération de la loi dite Touraine, qui, c'est pas juste 43 ans aujourd'hui, ce qui devait être appliqué en 2035. Nous sommes en 2023, puisque c'est enregistré. Ce serait appliqué, accéléré, pour les générations nées après 73. Donc il y a bien un effet cumulatif d'une accélération du nombre d'années de cotisation. On parle bien d'années de travail, pas de chiffres. Les années les plus pénibles sont celles de notre fin de travail. Les années les meilleures à la retraite sont celles des premières années de retraite. Pour autant, les deux effets cumulatifs, me semblait que votre appréciation, sans surtout déformer vos propos, était « ne vous emballez pas », formule polie. Dernier élément, pour l'ensemble des organisations syndicales, c'est ni 63 ni 64 ans, 62 ans, c'est déjà trop. Vous avez évoqué la question des carrières longues. Écoutez, la moitié des actifs aujourd'hui ne sont plus au travail à 60 ans. La moitié. Il faut bien solutionner ce qui, avant, nous licencie, enfin, ceux qui nous licenciaient avant,
pour pouvoir avancer. Si on ne travaille pas ces questions-là, d'égalité homme-femme, de carrière longue, de licenciement, de maladie, de RSA, parce c'est le sas de précarité qui augmente chez les retraités. Hein. Et dans vos circonscriptions, dans vos permanences, vous devez rencontrer, j'imagine, des citoyens dans cet élément que je suis en train de décrire. Vraiment, et dernière, puisque là c'était une question précise, je réponds à une réponse précise, sur ces régimes pionniers, les régimes les plus protecteurs. Il y a l'élément que vous avancez, je le partage. Je suis au Sénat, je vous alerte une fois de plus. Quand des caisses sont excédentaires, comme c'est le cas des énergéticiens par exemple, parce qu'il y a une surcotisation, comme votre régime, et c'est tout à votre honneur qu'il soit à l'équilibre. On remet en cause des régimes qui protègent, qui sont à l'équilibre et qui sont efficaces. On pense que ce n'est pas la piste de solution que de s'attaquer à ceux qui sont les plus efficaces, plutôt que de trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas encore de possibilité d'en bénéficier. Merci.